pointu sur la Russie. À la veille de leur sommet à Versailles, les Européens prennent une nouvelle salve de mesures et visent la Russie, mais aussi la Biélorussie, avec 3 banques qui ne pourront plus se servir du système interbancaire SWIFT. Bonjour à tous et merci d'avoir choisi France 24. Nous sommes toujours en édition spéciale, 14e jour de la guerre en Ukraine, avec ces cessez-le-feu instaurés localement de 9h à 21h, heure de Kiev, censés permettre d'évacuer les civils de plusieurs villes ukrainiennes. J'ai publié un message sur Internet, un hôpital pour enfants a été bombardé. Voilà, Mariupol, cette ville où 450 000 civils sont piégés, sans eau, sans électricité, sans vivres, d'où devaient partir des évacuations aujourd'hui. Mariupol qui fait partie de ces villes qui devaient partiellement être évacuées pour permettre aux civils de partir. Là voilà, cette ville de Mariupol. Et effectivement, on apprend il y a quelques minutes qu'un hôpital pour enfants ainsi qu'une maternité, qui est le même bâtiment, aurait été bombardée par les forces russes. C'est la mairie de Mariupol qui l'annonce, qui dit aujourd'hui la destruction est colossale. Information confirmée par le président ukrainien Zelensky, qui parle effectivement d'une atrocité. Je le cite, il a posté des images sur son compte Twitter disant qu'effectivement des enfants se trouveraient sous les décombres. Aucun bilan pour l'instant. Information que France 24 n'a pas pu vérifier directement sur le terrain, donc qui reste à confirmer. Donc ça, c'est pour la situation qui est particulièrement dramatique à Mariupol. Je vais vous parler, Natacha, des autres corridors humanitaires, parce que d'autres villes devaient être évacuées partiellement aujourd'hui. Soumy, Kharkiv, Mariupol, je viens de vous en parler. Ce qui se passe, c'est que ce sont des prétendus couloirs humanitaires. Ils n'ont en majorité, on peut très clairement le dire ce soir, pas fonctionné. Aujourd'hui, à Izium, à l'est de Kharkiv, Izium, ça se situe ici, un responsable régional affirme que l'évacuation a été retardée par des bombardements russes. Donc d'un côté, l'armée russe propose un cessez-le-feu et propose des couloirs d'évacuation. De l'autre côté, elle poursuit ses bombardements. Visiblement, les convois n'ont pas pu partir. Aucune évacuation non plus de Kharkiv, où visiblement ce soir la situation est on ne peut plus tendue. Il y a seulement 2 routes qui semblent avoir fonctionné, la même qu'hier. Depuis Soumy jusqu'à Poltava, on a vu des gens qui ont pu quitter la ville à bord de voitures et en bus depuis ce matin. Et puis à Eniodar, ça se trouve dans le sud, par ici, voilà, des convois composés principalement de femmes et d'enfants ont pu partir. C'est ce qu'a dit tout à l'heure le maire de la ville. Et puis enfin, à côté de Kiev, vous savez que Leto-sur-Serre, on va en parler dans un instant, autour de la capitale, eh bien à Boura, selon les Ukrainiens, ça se trouve dans la banlieue de Kiev, les forces russes ont empêché un convoi de 50 bus d'évacuer les civils de la ville, et visiblement sur place, les négociations seraient toujours en cours pour faire évacuer ces gens. Alors, juste pour la prise de la capitale ces dernières 24 heures, en fait, très clairement, ce qui se passe, Natacha, c'est une tentative d'encerclement. On avait un encerclement, on avait des attaques ici par le nord-ouest ces derniers jours. Boura, je vous en parlais à l'instant, là d'où les civils n'ont pas pu être évacués aujourd'hui, où les négociations sont en cours. Et puis, maintenant, on a de côté est à Brovary, ça c'est la nouveauté. Vous voyez bien sur la carte, les cartes parlent d'elles-mêmes, ce que sont en train de faire les Russes. C'est d'encercler la ville tout simplement pour un assaut qui aurait lieu dans les 24 heures à 96 heures à venir, à 4 jours, avec donc ce nouveau front côté est. Alors ce qui est intéressant, c'est que visiblement des troupes tchétchènes et des mercenaires russes ont été repérés dans ces quartiers-là au nord-ouest de la ville. Traduction, l'armée russe peut-être manquerait d'hommes de son armée conventionnelle, entre guillemets, pour lancer l'assaut sur la capitale. En tout cas, on a des informations qui sont venues du renseignement américain, évidemment, informations fiables. Les forces russes ne pourront pas encercler Kiev avant plusieurs jours, ne pourront pas prendre Kiev avant plusieurs jours, et même si elles y parviennent, elles devront lutter, elles devront mener une bataille acharnée pour la prise du centre-ville, parce qu'on sait qu'à Kiev, la population se prépare
Et il y a beaucoup de choses dans la ville qui se préparent pour la résistance. Et justement, Marina Berch, transition toute faite, ces habitants de Kiev, effectivement, qui vivent toujours dans l'angoisse d'une offensive de l'armée russe. La ville, vous le disiez, est en passe d'être encerclée. Alors ceux qui ont fait le choix de rester se préparent activement au combat. Regardez ce reportage des envoyés spéciaux de France Télévisions, Dorothée Oliéric, Bruno Vignier et Ludovic Lavieille. Nous sommes dans la banlieue sud-ouest de Kiev, à quelques kilomètres des positions russes. Angelina craint une attaque imminente. Depuis des jours, elle s'active pour organiser la résistance avec ses voisins et son mari qui a déjà pris les armes. On a mis notre fils de 5 ans à l'abri car 2 missiles sont tombés à 200 mètres d'ici. Nous, on est des civils de la défense territoriale, on n'est pas préparés à se battre contre des chars. Mais on combattra les troupes au sol. En attendant le combat, il ramasse les éclats d'obus tombés ces derniers jours. Regardez, ce sont les cadeaux qu'ils nous envoient du ciel. Ce sont ces imbéciles de Russes qui tuent les civils. Angelina et sa voisine préparent chaque jour des repas pour les militaires qui protègent le quartier. Elle leur livre l'après-midi sur les checkpoints. 80% des résidents sont partis, ils lui ont laissé les clés, les provisions et de l'argent. Angelina nous emmène au sous-sol, là où quelques-uns de ses amis dorment la nuit. Un abri anti-bombe de fortune où elle ne veut pas rester. La cave n'est pas si sûre. Si des missiles frappent notre immeuble, ça peut devenir un tombeau pour nous tous. Le quartier était prisé par les jeunes familles qui achetaient un premier logement ici. On pouvait acheter de l'eau, des bonbonnes d'eau potable, et là, c'est une porte qui menait à l'école maternelle. Il y avait beaucoup de rires et de cris. Juste à côté, c'était la cafétéria qui a été transformée en armurerie. On a 26 Kalachnikov, calibre 5,45. Il n'y en a pas pour tout le monde. Et là, c'est mon arme de sniper, un fusil Dragunov. Ici, c'était le centre de tourisme de la résidence et du village. Aujourd'hui, c'est transformé en infirmerie, en centre de premier secours, là, avec un brancard. Il y a toutes les réserves de médicaments qui sont ici et ils sont prêts, avec un médecin et une infirmière de cette résidence, à prendre en charge tant les civils que les militaires. C'est une véritable petite base arrière qui se trouve ici. Et sur le terrain des sanctions, maintenant, l'Union européenne s'est mise d'accord aujourd'hui sur une nouvelle série de mesures. Elle vise notamment des oligarques, le secteur maritime, mais aussi 3 banques biélorusses qui n'auront plus accès au système interbancaire SWIFT. Ces nouvelles sanctions seront formellement adoptées par les 27 lors du Conseil européen qui se tient demain et vendredi à Versailles. Un sommet durant lequel la question de la dépendance au gaz et au pétrole russe seront évidemment centrales. Autre conséquence de cette guerre, de nombreuses entreprises internationales qui décident de suspendre leur activité en Russie. Dernière en date, Coca-Cola, Starbucks, mais aussi McDonald's. On voit cela en image avec Coralie Henel. Les Russes vont devoir faire une croix sur les Big Mac et les Vanilla Latte. Les grandes chaînes de fast-food occidentales coupent les ponts avec la Russie. McDonald's ferme temporairement ses 850 restaurants dans le pays. Cela représente 3% du bénéfice opérationnel du groupe. Dans un communiqué, le géant américain prend clairement position contre la guerre en Ukraine. La crise humanitaire a causé des souffrances indicibles à des gens innocents. Nous rejoignons le reste du monde en condamnant ces agressions et cette violence. Pour certains spécialistes, le départ de McDonald's de Russie est synonyme d'un retour en arrière. Lorsque McDonald's s'est installé en Union soviétique, cela envoyait un signal d'ouverture. C'était un pas vers l'établissement d'un lien de confiance et de coopération entre la Russie et l'Occident. À présent, les restaurants McDonald's sont tous fermés. Donc ce départ du marché russe met un terme à cette époque. D'autres géants comme la chaîne de café Starbucks suspendent leurs activités sur place. De même pour Coca-Cola et Pepsi, qui vont arrêter d'exporter leurs boissons vers la Russie. Ces compagnies imitent ainsi d'autres entreprises de l'industrie du divertissement et du secteur bancaire qui avaient déjà pris leur distance avec le pays de Vladimir Poutine.
Ces grands groupes cèdent surtout à la pression de l'opinion publique qui appelait à les boycotter sur les réseaux sociaux. Au total, plus de 290 grandes entreprises ayant une présence importante en Russie ont annoncé leur retrait. Et côté français, ce n'est pas aussi radical. Plus de 500 sociétés françaises opèrent en Russie, dont Total, Auchan ou encore Renault. Renault qui annonce seulement aujourd'hui prolonger la fermeture de son usine de Moscou jusqu'au 18 mars en raison de difficultés logistiques et de manque de composants. L'industriel français Alstom, lui, décide quand même aujourd'hui de suspendre ses exportations vers la Russie. Et on va parler de la situation en Russie avec notre invitée Elsa Vidal. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes c'est McDonald's, les McDonald's qui ferment leurs portes partout en Russie. On a l'impression finalement de revenir en URSS quand McDo n'était pas présent dans le pays. Est-ce que vous avez des échos de la situation sur place? Est-ce que les Russes sont inquiets devant toutes ces fermetures? Oui, on a de nombreux échos qui nous arrivent par des canaux tant professionnels que personnels, parce que nombre d'entre nous sommes liés depuis de nombreuses décennies maintenant avec la société russe, et le choc est énorme. Les gens ont d'abord été sidérés, et aujourd'hui, ils regardent leur pays se retirer du monde, et un rideau de fer se réinstaller qui va les couper d'un mode de vie qu'ils avaient commencé à considérer comme le leur. Il y a ces jeunes informés qui ne soutiennent pas la politique du Kremlin, mais il y a toutes ces personnes biberonnées, j'ai envie de dire, aux chaînes de télévision d'État. Eux soutiennent Poutine. On voit qu'il y a vraiment une fracture dans la société russe aujourd'hui. Oui, il y a une division croissante qui est marquée entre les personnes qui s'informent par les chaînes de télévision, qui restent une très grande majorité, à peu près 80% de la population, et ceux qui ont accès aux médias alternatifs, à l'Internet, au VPN. Et bien sûr, ça recouvre une fracture générationnelle assez simple à lire. Et tous les récents sondages auxquels on a eu accès, qui ont été réalisés tant par des instituts proches des autorités que par des instituts considérés plus proches de l'opposition, donnent à entendre qu'à peu près 75% de la population russe soutient ce qui se passe actuellement en Ukraine. Bon, il faut quand même souligner que la question est libellée d'une manière toujours très particulière et qu'il ne leur est pas demandé s'ils soutiennent la guerre, mais est-ce qu'ils soutiennent l'opération spéciale qui est en train de se passer en Ukraine, ce qui est un biais très important. Alors justement, on va le rappeler pour nos téléspectateurs, hein, le mot guerre est proscrit de tous les médias russes en ce moment. Les chaînes d'État parlent donc d'opération spéciale ou d'opération humanitaire, mais il y a quand même des médias qui continuent, qui essayent de continuer leur travail, alors via des chaînes Telegram ou via leur site internet, mais en bannissant ce mot guerre, pour lequel ils sont passibles de 15 ans de prison quand même. Oui, effectivement, la mobilisation finalement de la société russe, quand bien même elle n'entraîne pas immédiatement un changement de régime, et même si elle nous semble limitée, elle fait suffisamment peur aux autorités pour avoir entraîné l'adoption d'une loi qu'on appelle la loi sur les fausses nouvelles, mais qui en réalité est presque l'introduction d'une loi martiale, puisqu'elle rétablit une censure très stricte qui interdit non seulement la couverture par les médias des opérations militaires qui se passent en Ukraine en utilisant d'autres termes que celui des autorités, donc il est interdit de parler de guerre, mais il est aussi interdit pour les personnes individuelles, pour n'importe quel Russe, d'appeler à une opposition, d'appeler à des sanctions. Et si les autorités considèrent qu'un citoyen s'est rendu coupable à de multiples reprises, les peines de prison et les amendes peuvent être astronomiques et atteindre jusqu'à 15 ans. Alors on le voyait derrière vous des images de manifestations il y a quelques instants. Manifester, c'est devenu dangereux également en Russie, Elsa Vidal. Oui, on sent que ça s'est en fait radicalisé, que les gens qui vont manifester en général depuis plusieurs années. Ils le font en toute connaissance de cause, ce qu'on n'avait jamais vu jusque-là. C'était, ou dans des cas très restreints, c'était l'interdiction aux avocats d'accéder aux clients. C'était les avocats brutalisés, et c'était les enfants qui ont passé parfois la nuit avec leurs parents dans des cellules, disons, de garde à vue. Et ça, c'est nouveau.
Elsa Vedal, vous restez avec nous. On va regarder un sujet ensemble parce que depuis cette guerre, les actes russophobes se multiplient en France. Du vandalisme, des menaces, des insultes. Les membres de la diaspora russe sont pris pour cible et doivent souvent se justifier, répéter que tous les Russes ne soutiennent pas la politique du Kremlin. On voit cela avec Inès Olagaray et on en parle juste après.